bonjour Chadi. Bonjour. Première question, comment se passe Vivatech pour vous et pourquoi êtes-vous là? Écoutez, ça se passe très bien. Comme chaque année, ça fourmille de partout. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'ambiance. Je dirais que cette année, comme l'année dernière bien sûr, et comme l'année d'avant, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Je trouve que c'est peut-être l'année du début de la maturité, c'est-à-dire que là où l'année dernière, on voyait beaucoup de sujets qui étaient encore très émergents, aujourd'hui, les sujets qui sont à l'honneur sont plutôt des sujets de mise à l'échelle, de maturité, d'industrialisation, de déploiement un peu plus large sur des solutions un peu plus matures. Et pourquoi on est là? Nous, Wavestone, on est un cabinet de conseil. Et la manière dont on aborde Vivatech, c'est qu'on accompagne en particulier nos clients à faire des tours dans Vivatech, puisqu'il est facile de se perdre avec la densité de l'événement. Et donc, en amont de Vivatech, on demande à un certain nombre de nos clients leur sujet d'intérêt du moment. Puis ensuite, on essaye d'identifier les stands, les sociétés, les startups qui correspondent à ces sujets d'intérêt. Et on les emmène dans des tours pour visiter ces différents stands. Ça, c'est un des sujets. Puis après, évidemment, on a d'une part le Tech Leaders Lounge by Wavestone, où un certain nombre de tech leaders, des CDO, des CTO, des CIO, des CISO et bien d'autres se rencontrent. Et puis on a un certain nombre de prises de parole pour partager nos savoir-faire et nos insights. Et justement, vous parlez de déploiement de l'IA. En ce moment, l'IA se déploie de manière multimodale, avec l'arrivée aussi des multi-agents qui intègrent le texte, l'image, la vidéo, l'audio. Dans votre accompagnement des entreprises, quels sont les métiers qui bénéficient le plus aujourd'hui de l'IA, l'IA générative, et comment? Alors je dirais qu'entre le moment où la techno est disponible, visible, et le moment où on peut l'intégrer à l'échelle en entreprise, il y a un certain temps qui se passe. On est dans ce temps-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de déploiement large à l'échelle de multi-agentique multimodal. C'est pas ce qui est en train de se passer, pas encore, il est encore un peu tôt. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est un certain nombre de projets plutôt de taille restreinte pour tester l'agentique sur des sujets qui sont malgré tout importants. Donc ce sont souvent des sujets sur lesquels on a beaucoup de monde qui passe beaucoup de temps à faire des tâches peut-être à valeur ajoutée plus réduite, ou en tout cas on pourrait mieux utiliser leur temps. Et c'est là que les entreprises aujourd'hui sont en train de tester de l'agentique, voire du multi-agentique. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'une fois cette phase passée et une fois cette phase en succès, eh bien, on va passer à des phases et à des projets plus importants, plus transformants, qui sont effectivement peut-être beaucoup plus multi-agentiques, peut-être plus multimodaux, mais en tout cas sur des périmètres plus larges et peut-être des processus plus critiques des entreprises. D'accord. Et quels sont les cas d'usage que vous voyez? Justement, vous parlez de tâches que font déjà les employés. Quels sont les cas d'usage? Alors les deux cas d'usage que tout le monde regarde, mais qui sont devenus un peu tarte à la crème, comme on dit, c'est le cas de l'agent RH et le cas de l'agent IT. Donc RH plutôt pour essayer de répondre aux questions des collaborateurs autour de sujets RH qui sont en fait des questions assez répétitives, un peu toujours les mêmes sur la politique RH, les congés, les règles, etc. Et puis sur la partie informatique IT, plutôt le support informatique, en disant on a souvent des questions là aussi qui sont des problèmes connus répétitifs. Donc ça, je dirais, ce sont les deux sujets qui sont très déployés. Et après, de manière plus générale, les sujets qu'on voit, comme je le disais, ce sont des sujets sur lesquels on a beaucoup de temps qui est passé. Ça peut être beaucoup de process, par exemple au niveau réglementaire, juridique, par exemple au niveau de tout ce qui est conformité, par exemple au niveau des départements communication. Donc en fait, on a une multitude de sujets où quand on parle aux gens qui font aujourd'hui ces tâches et ces actions, ils se disent mais en fait je pourrais très bien automatiser cette action-là qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée et qui me prend beaucoup de temps ou d'argent aujourd'hui. Oui, en parlant justement des métiers et des tâches qui peuvent être automatisées, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'interview qu'a fait le PDG d'Anthropic, donc de l'entreprise Claude, et qui a prédit que les métiers d'entrée, les juniors, en fait, ils vont beaucoup souffrir justement de cette partie-là, automatisation. Quel est votre point de vue là-dessus? Et d'après vous, est-ce qu'on va avoir plutôt un glissement progressif
vers une hybridation des métiers plutôt qu'une destruction vraiment massive. Alors vous savez, nous on a travaillé sur ce sujet puisque Wavestone, l'ANDRH Paris Étoile et la French Tech Grand Paris viennent de publier un livre blanc qui parle de l'IA pour les DRH. Et donc on a un point de vue qui est quand même plus modéré, plus équilibré, peut-être plus européen, mais définitivement plus optimiste sur le sujet, puisque nous ce qu'on dit c'est que les jeunes générations vont arriver en entreprise en sachant utiliser ces outils. Donc quelque part, ils savent comment s'accompagner de l'IA pour automatiser des tâches qui peuvent être automatisées. Et de l'autre côté, on a aussi, parce qu'on pourrait avoir cet argument de dire les personnes les plus expérimentées, les plus seniors, ont peut-être une maîtrise moindre de la technologie et donc elles aussi vont beaucoup souffrir de l'arrivée de cette technologie. En vérité, et c'est le travail qui attend les directions des ressources humaines dans les mois et les années à venir, il va falloir trouver le moyen d'avoir ce double mentorat dont on parle, nous, qui est de dire les jeunes générations qui arrivent en entreprise et les plus expérimentés vont pouvoir se mentorer mutuellement avec d'un côté ceux qui maîtrisent l'outil numérique, les nouveaux outils numériques, l'IA générative en particulier, et ceux qui en fait maîtrisent le fonctionnement de l'entreprise. Et donc, on doit plutôt travailler à un équilibre de ce point de vue-là pour effectivement pas laisser des gens sur le carreau. Oui. Justement, vous évoquez dans votre rapport les tensions qu'il peut y avoir générationnelles dans la préparation de l'IA. Donc, quels sont les leviers concrets que vous recommandez? Donc, là, vous avez parlé d'un équilibre, mais comment on peut favoriser cette transmission? Il faut l'anticiper et il faut la rendre systématique. C'est-à-dire que cette transmission et ce travail, cette collaboration vont pas toujours avoir lieu de manière naturelle. Et il faut en fait que l'entreprise se prépare en créant les moments et en créant les conditions pour que cette collaboration ait lieu. Donc ça déjà, c'est un travail concret à faire. Puis ensuite, il faut revoir tout ce qu'on entend par management, tout ce qu'on entend par performance, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est être performant demain? Quelle est la contribution réelle d'un employé si on sait que ce qu'ils ont fait, c'est de l'IA? D'ailleurs, cette question et ce questionnement dépasse largement le monde de l'entreprise, puisque c'est la même chose pour les élèves de l'école à l'université, c'est la même chose pour les professeurs, c'est la même chose pour beaucoup de professions. Et donc, en réalité, on va devoir revenir au cœur de qu'est-ce que la valeur ajoutée à l'ère de l'IA générative, comme on se l'est sans doute posé sur une fenêtre de temps plus longue avec l'arrivée d'Internet. Ça a été plus long, ça a été une gestation de 15-20 ans. Se poser la question de la valeur ajoutée, se poser la question de ce que ça veut dire être un manager. Donc, est-ce que c'est juste surveiller ce que font les gens avec l'IA? Est-ce qu'il faut être bon soi-même en IA pour pouvoir manager des gens qui font de l'IA? Ou finalement, est-ce que ça ne va pas nous recentrer sur les questions véritablement humaines, comme on le dit dans le rapport, l'empathie, le travail d'équipe, la compréhension, le discernement, un certain nombre de choses que l'IA aujourd'hui n'a pas. Et donc, concrètement, c'est là-dessus qu'il faut travailler dès maintenant. D'accord. D'après vous, quel rôle joue la formation en IA en interne pour vraiment intégrer ces outils sans dépendre, par exemple, des éditeurs de logiciels? En fait, la formation a un rôle clé, puisqu'évidemment, il va falloir apprendre des nouvelles compétences, transférer ces compétences, se former de manière continuelle. Et par ailleurs, les cycles sont beaucoup plus rapides maintenant, puisque l'IA bouge très vite. Et donc, il faut apprendre et réapprendre vite. Ça, c'est le rôle de la formation. Mais au-delà de la formation, il va falloir travailler aussi à l'adoption. C'est-à-dire que c'est un peu comme une langue vivante. Si on vous apprend la langue et que vous comprenez toutes les règles, ça paraît très clair. Mais en vérité, il faut la pratiquer pour parler couramment la langue. Et donc, on a un sujet aujourd'hui qui va au-delà de la formation, qui est le sujet de la pratique pour amener l'adoption. Et aujourd'hui, c'est ça l'enjeu des formations, de ne pas être que des formations auxquelles les gens assistent et qu'ensuite les gens oublient, mais d'être une formation dans la durée pour qu'elle reste ancrée dans les pratiques quotidiennes. Donc, peut-être aussi du conseil qui dure dans le temps.
revenir à l'entreprise et voir comment ils adoptent les outils. Sans doute, du conseil à offrir effectivement aux entreprises. Et après, c'est aussi beaucoup, comme je le disais, de pratique. Oui. C'est-à-dire qu'une fois que c'est ancré dans les pratiques, ça devient aussi un sujet de diffusion de la culture, en fait, Oui. et l'intégrer dans la culture de l'entreprise. Oui. Je vous donne un exemple. Si dans les années 90, vous n'utilisiez pas d'ordinateur pour écrire vos comptes rendus de réunion, peut-être que c'était quelque chose qui était acceptable. En 2020, dans les années 2020, si vous faites vos comptes rendus de réunion à la main, ça ne va pas être possible en entreprise. Et donc, il y a eu effectivement un déplacement culturel. On est probablement en face d'un tel déplacement sur l'IA, et donc il faut accompagner les collaborateurs là-dessus. Vous encouragez les entreprises à cartographier dès maintenant l'impact de l'IA sur leur métier. Quelles méthodes ou outils sont les plus efficaces aujourd'hui pour identifier les métiers à transformer et bâtir une stratégie justement de reskilling pertinente? Oui. Alors, il n'y a pas de méthodologie standard ou de standard absolument accepté par le marché. En fait, ce qu'il faut, c'est avoir une véritable compréhension du métier. Parce que, in fine, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent dans beaucoup d'entreprises. Et a posteriori, quand tout cela sera fait, on dira mais c'était évident qu'il fallait faire comme ça. Mais pour ceux qui se rappellent de l'essor de l'Internet au début des années 2000, on avait des grands questionnements sur la meilleure manière de le prendre. Il y avait beaucoup d'avis. Et puis maintenant, avec 20 ans de recul, on se dit c'était évident qu'il fallait faire comme ça. En vérité, il n'y a pas de méthodologie évidente. Mais il y a une chose qui est sûre, il faut être au plus proche des métiers pour justement bien comprendre la façon dont ils font leur métier, mais surtout garder l'esprit ouvert, puisque quand on a une technologie plutôt de rupture telle que l'IA générative, ça va inciter et obliger à parfois réinventer le métier. Et donc dire, d'accord, on le fait comme ça aujourd'hui, mais quel est l'objectif fondamental de ce qu'on fait ? Parce que parfois, il va falloir repenser, et pas seulement automatiser, mais repenser la manière dont on le fait à la lumière de ce que la nouvelle technologie permet de faire. Oui. Dernière question, je me rappelle que dans votre rapport, Oui. vous disiez que ce n'était pas forcément évident pour les entreprises de voir le ROI. Oui. Que dites-vous sur ce sujet, sachant que souvent c'est la priorité numéro 1 des entreprises? Ce qu'on dit sur le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire honnêtement qu'une majorité d'entreprises ait identifié clairement leur ROI sur l'IA générative. Sur l'IA traditionnelle, c'est un peu différent et c'est beaucoup plus mature. Donc, on pense que l'agentique est de nature à pouvoir dégager de véritables retours sur investissement parce que, en automatisant un certain nombre de tâches, on va pouvoir mesurer de manière concrète ce qu'on était capable de faire avant, ce qu'on était capable de faire après la mise en place d'agents IA. Et donc, on pense que dans les mois et années à venir, on va aller vers le dégagement de véritables retours sur investissement.